L'after est de retour. L'after avec vous jusqu'à 23h avec Alpha Baldé, avec Jonathan Macardy et avec Romain Canuti qui nous accompagne ce soir pour sa science de l'OM. Il est là, il a été réclamé par les fans de l'OM et les fans de l'after. Il est avec nous ce soir. Et je les remercie, j'en profite, c'était FiberOM qui avait lancé ça sur Twitter. Je remercie, j'ai reçu plein de mentions, c'est incroyable. Jacques-Henri Hérault, tu remercies les tweetos. Oui, mais nous on est allé à l'écoute. Dans l'after, on le prouve, on l'a fait vrai. Sur le débat sur les derbies la semaine dernière. On est à l'écoute de nos tweetos qui ont de bonnes idées. Mais comme quoi on dit que Twitter c'est un flot de haine et non, des fois il y a aussi beaucoup d'amour. J'ai reçu des messages, je suis vraiment touché, gêné par tous les messages que j'ai reçus. Twitter, c'est plein de choses et on essaie de prendre le meilleur et de laisser le moins bon. Tiens, puisqu'on parlait de Rami, il y a décidément pas mal de réactions à Rami. Rachid est avec nous pour en parler. Salut Rachid. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir Rachid. Tu voulais revenir aussi sur ce recrutement en général et plus particulièrement sur celui d'Adil Rami. Alors déjà, je voulais juste préciser une chose. Je ne sais pas qui d'entre vous a pu dire que c'est une super recrue. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Je sais pas que super, j'ai pas entendu. Personne on a dit qu'il allait apporter, que c'était un cadre, qu'il avait de l'expérience. Moi, je l'ai dit, ouais. Alors, Romain, il dit super. Ah, qui c'est qui l'a dit? Romain Canuti. Romain. Alors, je suis désolé, Romain, vous m'excuserez. Mais, en fait, Adil Rami joue sur un prestige qu'il a eu grâce aux sélections qu'il a eues en équipe de France. Parce que Adil Rami, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, je sais pas, dans le foot moderne, vous comprendrez que c'est quelqu'un de très lent. Mais il est très, très, très lent. Oui. Je sais pas, mais si vous mettez, je sais pas, avec les attaquants rapides qu'on a, qu'il y a aujourd'hui en Europe, en France, dans le monde, mais Adil Rami ne suit pas. Il est trop lent. En fait, le problème, Rachid, si tu veux, c'est qu'à la rigueur qu'il soit un peu lent, ça, on est d'accord. Un peu lent, il est trop lent. C'est vrai ce qu'il dit. Adil Rami, c'est vraiment. C'est devenu trop lourd. Il est lent. Ok, on va se mettre d'accord sur le fait qu'il est lent. Mais le problème, c'est que là, quand tu regardes les défenseurs à qui tu peux l'associer, il y a que des lents, en fait. C'est le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun défenseur qui va lui être assez complémentaire pour que Rami reste en couverture et un autre qui joue un peu sur la vitesse. Il n'y en a pas. Écoute, je sais même pas si ça marche maintenant aussi dans le football. Écoute, à Séville, il a pas fait une mauvaise saison non plus. Oui, mais tu sais, des équipes qui ont... Vous m'excuserez. Excuse-moi, juste, je vais finir. Attends, juste, on va laisser finir Alpha, puis après on se donne la parole. FC Séville, c'est des équipes qui gardent beaucoup le ballon, une pressing très haut, donc les défenses sont moins exposées. Oui, c'est encore plus. Donc c'est une équipe qui était vachement exposée au contre. Non, mais oui, au contre, on est d'accord. Mais sauf que quand tu as une possession de balle dans le football, quand une équipe joue à 11 et qu'à partir de ton milieu de terrain et ton attaque, tu as une possession de balle, tu mets une pression offensive sur l'adversaire, ce qui fait que ta défense est beaucoup moins exposée à avoir beaucoup d'actions placées, ce qui fait que tu te fais moins dépasser en vitesse dans les actions placées. Et deuxièmement, si tu c'est pas logique ce que tu as dit. Tu as dit tu es moins exposé aux actions placées. Et aux actions placées, justement, c'est là où la vitesse c'est pas grave, quoi, tu vois. Si les actions placées, la vitesse non, ce qui est dur, c'est d'aller prendre un attaquant en profondeur. Et là, Rami, c'est compliqué. Alors, on va pas faire un cours de tactique ou un cours de technique. Dommage, c'est bien. En profondeur, c'est facile de prendre un attaquant en vitesse parce que tu viens lancer. Et quand tu fais des attaques placées, quand t'es lent, c'est là qu'on découvre vraiment que t'es lent parce que l'attaquant vient en face de toi et que t'es sur place. Dans les deux cas, de toute façon, je te dire, si t'es lent, ça se voit. Attendez, Rachid d'abord, vous voulez prendre la parole et après Romain. Rachid. Oui, excusez-moi. Il y a plein de ballons. Je vois le championnat français, je le regarde tous les jours, etc., toutes les saisons. Il y a plein de ballons, vous savez, qui passent un petit peu. Les gens jouent, les équipes jouent la ligne, etc. Et il y a des ballons, voilà, où ça passe. Et vous m'excuserez, et quand ça passe, il y sera pas. Il y sera pas. Et dans un match, quand ça passe, il y en a plusieurs fois où ça passe. Il y sera pas. Il sera bon à la tête, il sera bon pour couper, mais quand ça passe, il y sera pas. Et pour moi, on lui donne un statut qu'il n'a pas à avoir. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est que je suis un fan de Marseille, mais pour moi, c'est pas une super recrue pour Marseille. Très bien, c'est dit. Ouais. Romain, tu voulais rajouter un mot? Oui, pour moi, c'est une super recrue parce que on est à la mi-juillet. Il arrive pas pour être le sauveur de la défense. Il arrive pour être le premier recrutement de la nouvelle charnière. Ce sera ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est que ce sera peut-être le moins bon des deux de la charnière. Mais il est déjà là. Il n'a pas coûté trop cher. Au niveau du salaire, ils ont réussi à s'entendre alors que l'OM était parti sur des bases plutôt pas très élevées. On va dire, l'OM au début lui a proposé moins que ce qu'il gagnait à Séville pour voir un peu s'il était motivé. Au final, ils ont réussi à s'entendre. Il est déjà là. Il est déjà prêt. Il a renoncé à de l'argent aussi. Avec un recrutement pour
de Adil Rami, l'OM s'offre la possibilité fin août de faire d'avoir une opportunité sur le mercato et de recruter un meilleur défenseur pour lui mettre en charnière. Et c'est ça l'avantage d'avoir un Rami, ça va pas marcher. Un meilleur défenseur à côté de lui, tu vas avoir le trou Adil Rami à côté, ça va mettre toute la défense. Arrêtez de croire qu'un bon défenseur à côté. Écoute-moi, Romain. Arrêtez de croire qu'un bon défenseur à côté d'un défenseur qui est complètement lourd dans le football d'aujourd'hui, que ça va colmater cette absence. Romain, attends, écoute. Moi, j'étais pas spécialement pour l'arrivée d'Adil Rami pour le simple et bonne raison que en tant qu'ayant une forte sensibilité marseillaise, j'ai en mémoire qu'il a quand même déjà refusé le club par le passé. Donc j'avais pas un a priori très positif sur lui. Maintenant, quand on regarde la saison dernière avec Séville, il a quand même fait des bons matchs dans une équipe qui jouait très haut, qui était très exposée. Alors, il était bien accompagné, que ce soit par l'Anglais en deuxième partie de saison ou par Escudero, par Herrera ou Maidana, des défenseurs que l'Olympique de Marseille n'a pas encore. Mais il faut quand même avouer que sur les matchs qu'il a fait, je l'ai quand même trouvé plusieurs fois très très bon. Et pour que Sampaoli lui accorde sa confiance, il a quand même joué une trentaine de matchs, il me semble, l'année dernière, c'est qu'il ne devait pas être forcément si dégueulasse que ça. Et dernière chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Alpha. Oui, mais je pense que l'OM va pas jouer recroquevillé sur ses 30 mètres. Ça va jouer un peu avec un bloc assez haut. Ils vont essayer de faire du jeu. Ils vont essayer de faire du jeu. Sans dire que ça fait comme Séville, ce que j'ai vu sur ces matchs, parce qu'on parle de sa lenteur, je pense qu'il le sait bien avant vous qu'il est lent. Il a réussi à le compenser sur le terrain. Mais il a réussi à le compenser en étant toujours très près de son attaquant, en ne lui laissant pas un mètre pour se retourner. Et ça, c'est une qualité dans le championnat de France qui est très rare auprès des défenseurs. Alors après, je suis d'accord avec vous, face à Kylian Mbappé, il va paraître pour très lent. Mais c'est le cas de tout le monde. Donc oui, il est lent, mais il va jouer en Ligue 1, c'est pas grave. Franchement, c'est pas... Mais en plus, j'ai l'impression qu'on parle d'un tocard quand même. C'est quand même un bon joueur. Voilà. C'est quand même un bon joueur. Effectivement, ce ne sera pas le meilleur défenseur du championnat, mais il arrive pour un tarif raisonnable et il arrive ce qui est dommage, c'est que tu vas le changer après. Dans le mercato. Il faut le voir comme ça. On va juste, pardon, j'avais mon micro qui était fermé. On va clore le débat Rami et on va juste observer ses premiers matchs parce qu'effectivement, jusqu'à présent, il a plutôt donné le change à chaque fois parce qu'il n'est pas lent que depuis un an. C'est pas l'histoire d'âge, Rami. Il a toujours eu ces petites. Alors, en fait, moi, j'ai regardé par rapport à il y a quelques années. Par contre, il est beaucoup plus intelligent dans ses déplacements. Maintenant, la différence, après, Alpha a quand même raison. On va voir. Mais sur certains attaquants, et il se trouve que certains attaquants français ou en France, en tout cas, ne sont pas forcément des bêtes techniques, mais par contre, il y a de la rapidité. Il y a beaucoup de vitesse aussi. Donc, on va voir. Tu sais, ce qui est dommage pour les amis marseillais, c'est que tu vas prendre Adil Rami et que dans 1 ou 2 années, tu vas être obligé de t'en séparer ou de le mettre sur le banc parce que tout simplement après, il faut que tu ailles plus haut. On va voir la suite du recrutement aussi. Alors tiens, une autre question qu'on voulait se poser dans ce dossier OM concerne l'Europa League. Jonathan voulait parler de ce sujet-là. Oui. Est-ce que d'après toi, Romain, Rudy Garcia fait une sorte de petite croix sur l'Europa League parce que on s'aperçoit que il a décidé qu'il ne recrutait pas de neuf. Il l'a dit d'ailleurs aujourd'hui, pas de neuf avant la fin août. Je parle de neuf pour suppléer Valère Germain, de numéro 9. Les internationaux. D'ailleurs, il a dit au passage en creux le portrait qu'il a fait d'un éventuel neuf ressemblait fortement à Giroud. Évidemment, comme tu disais tout à l'heure, je pense que tout le monde serait preneur. Mais cela dit, est-ce que toi, ça veut dire que Rudy Garcia fait une croix sur l'Europa League ou tu penses que, comme c'est au stand, là, on le sait maintenant pour le premier tour, qu'a disputé l'OM, ça va passer avec les joueurs qu'il y a et puis qu'après, derrière, ça les empêche pas de recruter. Une chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que les joueurs ont repris tous très 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 tard. Les internationaux sont revenus très tard. Romain. Non, en fait, je pense que j'ai regardé parce que forcément, on regarde un peu là aussi ce qui se passe sur les autres clubs français qui ont disputé ce tour. Il n'y a qu'un club français, il y en a 6 qui l'ont disputé, il y en a qu'un qui s'est fait éliminer à ce stade-là, c'était Lille l'an dernier. Et si vous regardez bien, Lille, ils avaient eu Frédéric Antonetti qui est arrivé en cours de saison, à peu près à la même période que Garcia, qui avait remonté l'équipe de manière spectaculaire jusqu'à la 5e place, comme Rudy Garcia, mais qui avait perdu ce 3e tour préliminaire d'Europa League. Et ça avait cassé quelque chose dans son groupe. Il n'avait pas tenu derrière 2 mois. Donc je pense que Rudy Garcia, il sait très bien que les détracteurs de l'OM sont nombreux et que s'il venait à se faire éliminer rapidement en Europa League, ça serait un couac monumental et qu'il y aurait une belle sortie de bois de beaucoup de ses détracteurs. Je pense qu'il le sait très bien, il n'a pas le droit à l'erreur à ce niveau-là. Et le club qui entend bien communiquer, qui a fermé sa campagne d'abonnement pour habituer, mais qui, je pense à certains projets d'extra en ce qui concerne la billetterie et la Coupe d'Europe, ne peut pas passer à côté. Après, en phase de groupe, on fasse un peu tourner comme d'autres clubs et que quand il s'agit de jouer le Slovan Liberec ou Groningen, on mette une équipe mixte pour penser avant tout au match du dimanche en championnat, c'est tout à fait possible. Mais là, c'est tour préliminaire, le couac
juillet-août, ça peut être très problématique pour l'OM. Ils en sont tous conscients. Donc en gros, la thèse pour toi, c'est de dire un peu ce que je pense aussi moi d'ailleurs, c'est que en gros avec l'équipe qu'on a là, on peut passer au stand, si je puis m'exprimer ainsi, et ne pas s'arrêter au stand, et en revanche après continuer avec peut-être des recrues qui viendront un peu plus tard. D'ailleurs, il l'a dit. Maintenant, l'idée c'est d'être malin et de recruter à la fin du mercato. Hein. Oui, mais aussi, de toute façon, l'OM a été construit là-dessus. Je trouve qu'il y a un bon dosage. Enfin, on commence. On n'est pas au niveau des Nice ou des clubs comme Monaco qui sont parfaitement bien structurés à ce niveau-là. Mais l'effectif de l'OM commence à être bien proportionné en termes de profil. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont jeunes, ambitieux, aux portes de l'équipe de France. Je pense à Valère Germain, à Morgan Sanson. Voilà, c'est des jeunes Français qui ne sont pas encore internationaux, mais qui ont un potentiel. Il y a des tout jeunes du centre de formation qu'on voit enfin, les Maxime Lopez, les Boubacar Camara, pourquoi pas Christopher Roquia. Et puis il y a les internationaux, là il y a du Luis Gustavo, enfin voilà, il n'y a pas que les internationaux entre guillemets exotiques, parce que l'an dernier on avait les internationaux, mais c'était Sakai avec le Japon ou Ubokan avec la Slovaquie. Voilà, on commence à avoir pardonnez-moi l'expression, des vrais internationaux, voilà, du brésilien, de l'international français. Et pour la suite du recrutement, à ton sens, quelles sont les priorités, les postes à cibler? Évidemment un attaquant, mais je pense que la vraie priorité là du club qui se cache, je viens de le dire, c'est aussi les départs. Il faut beaucoup de départs parce que normalement je pense que le projet c'est quand même d'avoir un autre défenseur central à côté de Rami, mais le problème c'est qu'il y en a quasiment 9 dans l'effectif qui peuvent jouer ce poste, donc il faut des départs. Il y a la technique de Lille, il y a la technique de plein de clubs français de faire des lofts et d'essayer de faire partir les joueurs comme ça. À l'OM on tente plus de valoriser ces actifs là, de Rudy Garcia qui fait de la belle langue de bois pour nous dire qu'il a toujours aimé Ocampos, qu'il le trouve formidable, qu'il a toujours aimé Bounassar, mais le message caché, c'est de dire j'ai un Bounassar à vendre et en plus, regardez, il est multifonction, il peut aussi jouer arrière droit. Il est en train de le mettre effectivement pour toutes les sauces pour qu'on voit qu'il est dispo. Tiens, Eric nous appelle au 32-16. Salut Eric. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce mercato, de ce début on va dire, d'été marseillais et de ce que tu as vu peut-être aussi dans les matchs amicaux? Déjà, on a pris 3 bons joueurs et un très bon avec Gustavo. Et on a à peine le 17 juillet. Je me dis que si on prend une belle avant-centre avec un gros défenseur, on aura une très belle équipe. Voilà. Je pense que ce qu'ils font, c'est cohérent. Après, c'est vrai qu'au départ, peut-être qu'on s'attendait à autre chose au niveau des joueurs. C'est vrai qu'on s'attendait, par exemple, au lieu de Rami, on s'attendait à un Jiménez de l'Atlético, un exemple. Mais après, à un moment donné, il faut se rendre compte que l'OM repart de zéro. Mais je pense que c'est peut-être un truc. Eric, tu as raison sur ton analyse de début de mercato, mais moi j'ai fait un avis tranché là-dessus qui a un peu déchaîné les passions parce que c'est aussi un peu un problème de communication. Il y a eu des tas de noms. On a parlé en gros, je fais simple, Koscielny, Giroud. Moi j'ai vu ça au départ. Sagna. Moi je vois non mais même Koscielny, Giroud. Je dis mais moi s'il me ramène Koscielny et Giroud à l'OM, c'est énormissime. Ouais, et maintenant on me dit après on dit non mais attendez, on n'a jamais voulu ça. Ah oui, alors c'est quoi la vérité? Il y a une question que j'aimerais. C'est la machine. En fait, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte que nous, qu'on est dans Marseille, si vous saviez le nombre de spectateurs qu'il y avait au stade Vélodrome, l'ambiance qu'il y avait, le club était mort. Donc en fait, pour relancer la machine, je pense qu'il est rentré dans un dialogue, dans une com qui était un peu. Voilà. Eric. Tu sais, c'est une question pour Eric et pour Romain. En début de mercato, à la fin du mois de juin, j'avais dit que j'étais assez circonspect sur ce que faisait la nouvelle direction quand il y avait les premiers noms qui commençaient à filtrer, en pensant que le recyclage façon Payet et Bras c'était très peu pour moi. Mais en fait, après il y a eu cette sortie de Jacques-Henri Hérault qui a incité les supporters et donc nous consultants journalistes à prendre de la tisane. Mais j'ai l'impression que la tisane en fait c'est eux qui l'ont prise, parce que l'impression que j'en ai, c'est qu'ils sont arrivés en disant qu'ils allaient faire feu de tout bois sur le marché des transferts et qu'au fur et à mesure ils se sont rendus compte que c'était un marché qui était compliqué, qu'ils avaient beaucoup de concurrence, qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'opportunités et que le discours s'est relativement calmé depuis que la direction est en place. Alors, Eric, faut faire attention Romain, vas-y Romain. Non, juste faut faire attention parce que c'est vrai que, et c'est peut-être la seule fois que Jacques-Henri Hérault est vraiment sorti de ses gonds, si on peut dire ça comme ça, c'est à l'apparition d'un article où justement on faisait part de ces grosses ambitions de l'OM, où il disait notamment, où on le faisait dire notamment à ses confrères à la LFP, désolé, mais je vais bien dépenser et je vais un peu abîmer la balance des transferts de la Ligue 1. Et derrière, c'est vrai que c'est ça qui l'a un peu chagriné parce que lui assure ne pas avoir tenu ses propos. Et c'est vrai que tout est parti de là où les gens s'attendaient à une fameuse enveloppe. On disait, ah ouais, mais il y a 100 millions à dépenser, il y a 100 millions.
mais jamais lui ouvertement a dit il y a 100 millions ou une personne de l'OM a dit il y a 100 millions. C'est McCourt qui dit on peut mettre 60 millions sur un attaquant, il l'a dit ça. Sur un joueur, il a dit. Oui, mais que ce soit l'actionnaire qui parle d'une manière qui dit ça au mois de février, c'est une chose, mais et puis ils peuvent vraiment les mettre. Mais du coup après dans l'opérationnel, c'est vrai que les personnes de l'opérationnel l'ont pas dit, c'est là où il y a une petite confusion. Par contre, ce que dit Eric est tout à fait vrai dans Marseille. Et je pense qu'il y a une vraie méfiance, c'est-à-dire que les gens sont à distance, parce que nous, on est vraiment à fond dans le foot, on se rend pas compte, mais les gens qui ont l'OM chevillé au corps, ils sortent vraiment d'années où il y a eu des mensonges sur mensonges, et du coup, ils mettent un peu tout le monde dans le même panier, et quand ils voient des infos sortir, ils sont très méfiants, et là, ils n'ont plus envie de croire, enfin, je veux dire, les présidents passés et glorieux, les Pape Diouf, les Bernard Tapie, passeraient après cette période-là qui s'est passée à l'OM, ils auraient aussi beaucoup de mal à avoir la confiance et l'adhésion de tout le monde parce que les gens à Marseille ont beaucoup souffert et restent très méfiants et n'ont qu'une envie. Vous avez reçu des auditeurs qui ont critiqué l'OM Champions Project. Évidemment, ça semble un peu exagéré, mais voilà, l'état d'esprit est vraiment là. Il y a des gens qui ont, à la première défaite, se dira on nous prend encore pour des cons, c'est bon, j'en ai marre. Eric, un dernier mot sur cette saison à venir. T'es confiant ou pas en résumé? Déjà, je pense qu'on va bien finir le recrutement en espérant avoir une très belle équipe et gagner des titres et de nouveau rêver. Voilà, on va finir comme ça sur une note positive et il faut avoir confiance. Et à Marseille, croyez-moi, ne croyez pas que Marseille ce sont les réseaux sociaux. Ce qu'on pense dans la vraie vie où on est méfiant, mais on est aussi confiant parce qu'on aime notre club. Ne l'oubliez jamais ça. Merci Eric en tout cas d'avoir été avec nous. Il y a de quoi être effectivement bien sûr, confiant. parce que c'est très cohérent que l'investisseur dise qu'ils vont claquer 60 millions. Alors lui, il a les moyens, donc forcément, il pense que c'est facile. Il n'est pas dans la gestion du mercato et il connaît pas exactement tous les points du mercato. Mais ce qu'ils sont en train de faire pour un club qui veut se relancer, qui veut repartir avec ce public-là, oui, la communication au départ, c'était pour attirer l'attention sur le club et maintenant, ils sont en train de très bien faire un mercato. Romain Canuti, merci beaucoup. On rappelle lefossin.fr. Merci Pierre, on te suit évidemment toujours pour tout ce qui concerne l'Olympique de Marseille. Tiens, info, confirmation sur le mercato. On en parlait avec Saber Desfarges tout à l'heure et c'est confirmé par Nice matin. Jallet a signé à Nice. C'est fait et voilà, une nouvelle recrue pour le GC Nice. C'est la 4e d'ailleurs pour le club et c'est donc le défenseur, le latéral international Christophe Jallet qui va du côté de Nice. Dans quelques instants, il y aura les avis tranchés de l'after. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, d'Atem Ben Arfa. On va parler des jeunes joueurs qui se font shipper par les écuries comme Monaco et Lille en France. On sera avec Bruno Satin pour en parler. L'after est avec vous jusqu'à 23h et je vous rappelle qu'en fin d'after, comme tous les soirs, il y a le quiz et le je m'en fous pas. À tout de suite.